J'ai bien les pieds sur terre et pourtant il m'est possible de toucher la Lune et Mars simultanément. Oui, ce sont de vrais fragments extraterrestres qu'on peut toucher ici dans ce musée, mais ils sont tombés sur Terre ou vous êtes allé les chercher dans l'espace? On a bien attendu gentiment qu'ils tombent sur Terre. Ce sont des météorites qu'on est allé chercher dans le Sahara. Une autre météorite très impressionnante, c'est celle-ci. Elle est gigantesque. 226 kilos, en fait c'est principalement du fer natif, donc c'est très très dense. Et surtout, elle a 4,56 milliards d'années. Donc elle représente le tout début de la formation du système solaire. Elle vient du désert d'Arizona. Il y a un immense cratère qui a été formé suite à la chute de cette météorite, 1,3 km de largeur sur 150 mètres de profondeur, il y a 50 000 ans, et le cratère est toujours visible actuellement. Nous sommes en fait ici au musée de minéralogie de l'école des mines de Paris, et ce qui est bien, c'est qu'ici, on peut casser du caillou. Hop, hop, hop. Mais quel est l'intérêt? Waouh, bravo, bien joué. Alors, ce que tu es en train de faire, c'est de reproduire l'expérience de notre premier conservateur, l'abbé René Juste à Huy, qui a découvert le principe de la cristallographie, qui montre que chaque minéral est composé d'un élément petit constitutif. Et là, ce que tu vois ici, c'est bien des petits éléments qui ont exactement la même forme que le cristal originel. Quand je regarde tous ces minéraux, il y a une variété de couleurs, de formes. On passe du rose translucide au vert piquant, en passant par le bleu arrondi. On a des bijoux naturels extraordinaires. Tout à fait. Oh, ça c'est très amusant, on dirait un mini sceptre. Eh ben, écoute, tu as tout à fait raison, regarde le nom, quartz sceptre. Ah, c'est drôle, d'accord. Ce qui s'est passé, c'est que tu as d'abord eu un premier cristal qui a grandi, du quartz, il s'est arrêté, et après, il y en a un autre qui a grandi par-dessus, parce qu'en fait, les minéraux, ça pousse, ça grandit. Sans les arroser, ça pousse tout seul. Il faut un environnement favorable, tu vois, un bon fluide, ou un bon magma, ou alors un bon environnement sédimentaire. On a vraiment une multitude de formes entre cette rose des sables, cette pierre en forme de pointe, et puis là, waouh, on dirait des vrais cubes. Et là, ce que tu vois, c'est un minéral qui s'appelle la pyrite. Et lui, son Lego de base, c'est du cube. Donc, tu vois, plein d'assemblages de cubes. Je t'en montre un juste pour le fun, comme ça, tu vas pouvoir même le toucher. Et tu vois qu'en fait, il cristallise dans une roche ici, et le cube est parfait. C'est marrant, là, ce morceau de calcite, il est transparent, et en même temps, au fond, l'écriture, elle est dédoublée. Pourquoi? Et oui, ce que tu vois, c'est 2 fois le mot calcite alors qu'il n'est écrit qu'une seule fois. Ouais. C'est la propriété de la calcite de dédoubler le rayon lumineux et c'est utilisé dans des instruments d'optique par exemple. Oh, regardez mon micro et les pierres là juste derrière, tout est luminescent. Comment ça fonctionne? Alors déjà on a mis de la lumière qui allait bien, de la lumière noire comme on peut l'appeler, de haute énergie. Et certains minéraux comme certains matériaux, eh bien ils sont capables d'emmagasiner cette énergie pour la redélivrer derrière sous forme de lumière, sous forme de couleur. C'est ce qu'on appelle la fluorescence. Et la fluorescence, eh bien elle a été découverte pour la première fois grâce à ce minéral-là qu'on appelle la fluorite. Tous ces minéraux-là contiennent des éléments chimiques qui sont capables d'emmagasiner la lumière pour la remettre derrière. Stibnite, aragonite, apophilite. Pourquoi toutes ces pierres ont un nom qui termine par it? Parce que it, c'est pour lithos, la pierre, et le préfixe, c'est soit le nom de là où on a découvert le minéral, soit le nom de la personne qui l'a découverte en général. Tiens, c'est quoi ce bout de caillou pas très intéressant, là, tout noir, avec un truc au milieu? Un bout de caillou pas intéressant, mais regarde, c'est du diamant. Ah, alors, vraiment magnifique, c'est une pierre extraordinaire. Attends, mais c'est marrant. Ça pousse comme ça le diamant au sein d'une pierre qui paraît anodine comme ça? Alors c'est pas la pierre dans laquelle il a poussé, mais c'est la pierre qui a permis sa remontée jusqu'à la surface de la Terre. C'est un magma refroidi, ce que tu vois là, et ce magma est allé chercher le diamant à plus de 150 km de profondeur. Alors que nous, on arrive à égratigner la Terre jusqu'à une dizaine de kilomètres de profondeur. C'est le seul minéral qui remonte intact et qui nous donne des informations sur la Terre profonde. Et là, je te montre, si tu veux toucher un vrai diamant. Voilà. Mais tu ne veux pas dans ta poche. La pierre nous rend bien service dans notre quotidien, n'est-ce pas? Notamment en ce qui concerne l'énergie. Oui, alors regarde juste ton téléphone portable. Il faut au moins 40 minéraux différents pour en extraire les éléments chimiques intéressants, dont ta batterie au lithium par exemple. Alors là, le lithium dans le téléphone, c'est tout petit, mais regarde dans ta voiture électrique avec des batteries qui font plusieurs centaines de kilos, c'est absolument énorme. Puis le lithium, ça ne se trouve pas à l'état pur. En fait, ça se trouve contenu dans des minéraux qui en contiennent, mais qui sont associés à d'autres éléments chimiques. Alors par exemple, tu vas en trouver dans le minéral qu'on appelle le spodumène, qui est absolument ici magnifique, ou encore dans la lépédolite, et c'est ça qui va être exploité pour extraire le lithium. Tiens, et toi d'ailleurs, tu portes quoi autour du cou comme pierre? Eh bien ça c'est une opale, et j'adore les opales, il faut absolument que je t'en montre plus. Ici, dans cette vitrine, on va s'arrêter là obligatoirement. Regarde ça, tu vois, l'opale à l'état brut, et certaines qui présentent des iridescences absolument incroyables, tu vois.
Mais je sais que les pierres ont certaines vertus d'après certaines croyances en tous les cas. Donc l'opale, qu'est-ce qu'elle a? Sur l'opale, ce que je pourrais te dire, c'est que les Grecs pensaient que elle provenait des larmes de Zeus et que ça donnait de la clairvoyance, tu vois, par exemple. Un don de clairvoyance. Qu'est-ce qui m'attend là de bien à venir là tout de suite? Je te prédis que tu vas être ébloui, tu vas voir. Ah bon, bah je te suis, vas-y. Allez, c'est parti. Éblouis-moi. Nous avons bien sûr des pierres à l'état brut ici exposées, mais également des pierres taillées. Et oui, c'est ce qu'on appelle des gemmes. Et là, des gemmes exceptionnelles, ce que tu as derrière toi. Ce sont des gemmes qui proviennent des joyaux de la couronne de France. On est un des 3 dépositaires en France à avoir des joyaux qui ont été vendus en 1887 par la France, alors que c'était un bien national. On a décidé de tout vendre. Imagine-toi, plus de 77 000 gemmes qui ont été éparpillées dans le monde entier finalement. Ça veut dire que tous les bijoux ont été démantelés, c'est ça? Tout est démantelé, on a vendu les gemmes par lots de gemmes et donc ce que tu vois derrière toi, ce sont des lots de gemmes. Ici, des émeraudes, des vraies émeraudes qui étaient sur la couronne de sacre de Napoléon III. Et derrière toi, tu as une parure, la première parure rubis du Brésil et derrière moi, la parure améthyste de Marie-Louise, donc qui était la seconde femme de Napoléon Ier. Oula, c'est très curieux, ça c'est une pierre avec des poils. Et oui, j'ai des pierres poilues ici. En fait, ce que tu vois, c'est une forme de cristallisation, tout en fibre. Et là, en l'occurrence, ce que tu vois, c'est de l'amiante. Ah mais c'est très dangereux de rester là, non? Alors, je te rassure, tout est scellé ici, il n'y a absolument aucun risque. Donc en fait, l'amiante, c'est ce qui est utilisé en tant que matériau de construction pour faire de l'isolant thermique. On s'en servait également pour faire des gants, pour faire des nappes, pour faire des couvertures au Moyen-Âge. Donc là, on a complètement arrêté l'utilisation actuellement, évidemment. Ariane, regarde-moi cette pierre. Oh mais c'est trop drôle, on se voit dedans, on dirait un vrai miroir, regarde. Ouais, en fait, c'était une pierre qui était utilisée en tant que miroir dans l'Antiquité, c'est de l'hématite. Et ça a un haut pouvoir de réflexion. Donc en fait, la lumière, elle arrive dessus et direct repart. C'est pour ça que tu te vois aussi bien. Oh miroir, miroir magique, dis-moi qui est la plus belle. C'est moi. Ça, alors là, j'en suis sûre, c'est du lapis-lazuli, non? Bravo, bien joué, c'est exactement ça. Mais du coup, tu sais ce que c'est? Oui, c'est ce qui sert à faire mes parures, les bracelets, les beaux colliers. Ouais, c'est vrai, c'est utilisé en bijouterie, mais c'est aussi utilisé depuis la nuit des temps en tant que bleu utilisé en pigment. C'est ce qu'on appelle le bleu outre-mer. Alors, il fallait aller le chercher jusque dans les hauteurs de laboratoire. Donc le bleu outre-mer de ton tube de peinture, c'est ça. C'est le bleu le plus cher qui existait au monde, jusqu'à temps qu'on puisse le reproduire en laboratoire, justement. Et le musée abrite également une exposition en ce moment jusqu'au 14 décembre où les artistes explorent la pierre, la roche, sous forme artistique comme ce cadavre exquis. Et là, en l'occurrence, c'est de la pierre locale francilienne qui a été utilisée, du calcaire. Et puis, j'ai en face de moi une artiste, Caroline, qui, elle, transforme la pierre donc en pigment pour travailler. Voilà, je concasse et broie les minéraux bruts en différentes granulométries pour utiliser ces couleurs pures qui arrivent directement donc des profondeurs de la terre. Sous nos yeux, une de tes œuvres, Respiration rouge. Là, tu as utilisé quelle pierre exactement? Alors ici, j'ai utilisé des grains à la fois de rubis, d'hématite, de jaspe et de corail pour des tons plus clairs et des micas ensuite par-dessus parce que je les travaille en superposition de couches. Et qu'est-ce que tu as voulu transmettre comme message? Et c'était vraiment sur l'intensité du rouge, comment on rentre en résonance avec cette couleur-là qui provient. C'est plus facile de rentrer en résonance avec des couleurs naturelles qui proviennent des profondeurs de la terre. Waouh, alors là, cet artiste a trop bien réussi. On dirait le Grand Canyon et là, comme des expressions de fougères. Non, pas du tout. Ça, c'est encore une fois la nature qui a créé ça. Mais non. Mais si, regarde ça, tu vois bien que le minéral, il a poussé. Il a poussé ce qu'on appelle sous forme de dendrite, tu vois. Ici, là, c'est la même la chose. fougère fossilisée. Ouais, et pas du tout. C'est que de la matière minérale. Voilà. Là, c'est la même chose. Alors là, tu es plutôt sur une forme de calcaire. Et les petits décrochements que tu vois, c'est juste la terre qui a un petit peu bougé. Et Alors, on se croirait dans un paysage de Grand Canyon, quoi. C'est fou. des petites micro-fractures qui te donnent ce paysage. Ça s'appelle de la paésine. C'est une pierre très recherchée par les collectionneurs, ça. Waouh, superbe! Pour accéder au musée, on passe par ce grand escalier avec ces fresques qui nous font face, représentant toutes sortes de montagnes, notamment le Mont Blanc. Mais pourquoi donc? Tu te trouves ici à l'intérieur de l'école des mines de Paris et au tout début, on devait montrer aux ingénieurs à quoi ça ressemblait, comment chercher les pierres qui sont les ressources de la nature. Et des ressources de la nature, eh bien, il y en a beaucoup exposées, plus de 5000 ici au musée de la minéralogie. C'est ouvert du mardi au samedi. Profitez-en, vous allez voir, vous en aurez plein les yeux. Bye bye!